Bienvenue dans ce nouveau module de la masterclass Traverser les crises en mobilisant nos ressources de vie. Les crises s'éternisent, elles durent, elles se succèdent les unes aux autres et tout cela était prévisible car nous sommes dans une structure sociétale anthropologique qui est connue. Mon exposé du jour portera sur le second livre que Michel Maffezoli a consacré à la crise dite sanitaire, Le temps des peurs, qui est sorti récemment aux éditions du Cerf, et qui faisait suite à l'ère des soulèvements, dont j'avais déjà proposé un résumé dans le cadre de cette masterclass. Et tout l'intérêt pour moi de vous présenter la pensée de Michel Maffezoli réside non pas dans le fait qu'elle apporterait quelque chose de fondamentalement nouveau quant à la description des phénomènes, si effectivement il insiste sur la manière dont les, entre guillemets, élites au pouvoir ont mis en œuvre des stratégies de peur pour terroriser la population et obtenir une soumission collective avec un certain nombre de leviers et notamment des campagnes de manipulation, de propagande, de diffamation de tous ceux qui osaient dire l'inverse que les narrations fallacieuses des pouvoirs en place, eh bien, ça vous apprendra rien de nouveau, et à moi non plus. Par contre, l'immense contribution de Michel Maffezoli tient d'une part dans la réflexion longitudinale qu'il mène depuis des décennies sur cette question-là, et faut-il rappeler que un de ses tout premiers ouvrages correspondant à son travail, si je me souviens bien, de thèse d'État, de doctorat d'État en anthropologie, portait sur la violence totalitaire et ce qu'il appelait à l'époque le totalitarisme doux, dans lequel nous étions déjà engagés. Et donc c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1979. Et il faut savoir que, parallèlement au fait d'être une des références absolues en matière d'anthropologie de l'imaginaire, dans l'affiliation de Gilbert Durand et de Gaston Bachelard, Michel Maffezoli vient aussi de la philosophie et de l'anthropologie politique. Et donc, ce qu'il énonce aujourd'hui sur les crises en cours, complète ou représente l'aboutissement d'un processus de pensée qui a été initié il y a fort longtemps et exprimé notamment à travers des époques, des décennies où cela n'était pas visible, où cela n'était pas palpable. Et donc, où beaucoup de personnes, de bon droit en apparence, pouvaient dire « il est bien gentil ce Michel Maffezoli, mais enfin, il annonce un ensemble de choses qu'on ne voit pas vraiment dans la réalité et dont il est improbable qu'elles puissent se produire tôt ou tard ». Et puis l'autre élément, c'est qu'avec précisément sa compréhension des structures anthropologiques de l'imaginaire, ces structures anthropologiques fondamentales qui habitent notre psychisme collectif et la vie des sociétés, Michel Maffezoli peut aussi mettre le doigt sur ces fondements intemporels de l'espèce qui se réinvestissent à l'époque actuelle dans les crises que nous vivons, mais qui, même si la forme que cela prend évidemment est originale et singulière, nous n'avons jamais vécu à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, une crise comme celle dans laquelle nous sommes engagés, a néanmoins connu un ensemble de précédents à différents moments de l'histoire et des moments qui n'adviennent évidemment pas par hasard, qui ne sont pas n'importe quoi. C'est dans cette transition entre des époques, c'est-à-dire cet effondrement d'une idéologie et des systèmes sociaux que l'idéologie a fondé, et ce temps de latence avant que quelque chose de nouveau qui est déjà en gestation, mais n'advienne et ne se manifeste sur le plan collectif, que nous vivons ce temps des peurs dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors je vais faire un survol de la première partie de l'ouvrage, avec bien sûr d'abondantes citations du texte. Et Maffezoli avait repéré de longue date, il cite souvent un aphorisme dont je ne connais pas l'origine, mais qui dirait qu'au fond, chaque penseur n'a en définitive qu'une grande idée dans sa vie. Et parlant de lui-même, Maffezoli dit que sa grande idée, c'est celle du constat de l'adéquation ou non, de l'alignement ou non, de la cohérence ou non entre la puissance instituante, qui est celle de la population, du peuple, des gens, des territoires, là où ils vivent, là où ils sont dynamiquement enracinés, et des pouvoirs institués, c'est-à-dire les institutions et ceux qui les portent.
Et lorsqu'il y a une cohérence, une adéquation entre la puissance instituante et les pouvoirs institués, une société est relativement saine et en état de vitalité. Par contre, lorsque nous arrivons en décadence, et c'est évidemment hélas ce que nous vivons, il y a une discrépance, un désaccordage, une dystonie entre l'un et l'autre, et notamment la propension pour les pouvoirs institués de n'avoir plus que leur propre intérêt à l'esprit et de pervertir le langage et la logique pour pouvoir continuer à arriver à leur fin, qui est celle de maintenir des privilèges et de s'exonérer de cela même que les pouvoirs institués infligent à la population, c'est-à-dire à la puissance instituante. Et donc, Michel Maffezoli a repéré de longue date ce qu'il appelle l'envahissement de la société par le Léviathan, pour reprendre une figure biblique, figure de l'État tout-puissant, de sa techno-bureaucratie, se focalisant actuellement, dit-il, sur une forme de tyrannie médiatico-politique au moyen d'une stratégie de la peur. Et ça, bien sûr, ça n'est pas très original en soi, c'est la tentation de tous les pouvoirs totalitaires, c'est de dire en substance « il y a un danger qui vous menace, contre lequel vous seriez en tant que peuple, que population, que nation, incapable de vous protéger par vous-même, et donc un deal est proposé par les gouvernements en état de tentation totalitaire, je te protège, tu te soumets ». C'est exactement, évidemment, ce que nous avons vu au cours des 3 années écoulées, mais d'une manière qui semble être partie pour durer, étant donné que c'est en train de devenir en quelque sorte le paradigme maladif, dégénéré et toxique des élites au pouvoir. Et donc le pouvoir de cette bureaucratie s'appuie bien sûr sur des prétentieux scientifiques ou pseudo-scientifiques. On les a à l'esprit, les Laurent Alexandre, les Michel Simès, tous ces médecins de plateau comme Gilbert Deray qui viennent raconter des choses qui sont totalement fausses et en n'ayant pas l'expertise nécessaire à affirmer des choses intelligentes. Enfin voilà, ils servent la cause, ils bénéficient de l'aide d'une presse de connivence, c'est-à-dire qui ne donne jamais le contrepoint, ne propose jamais d'analyse critique ou n'invite jamais des esprits ayant quelque chose à dire pour contredire cette doxa monolithique qui est vomie à semaines et à années longues par les organes de presse corrompus, avec le conformisme logique d'experts patentés, et on voit apparaître effectivement tout un ensemble de personnages qui sont souvent d'une médiocrité spectaculaire. Je pense évidemment aux pseudo-fact-checkers comme Julien Pain, Tristan Mendès France, Thomas Durand et tous les autres qui sont juste bêtes à brouter du foin. Et puis des gens qu'on présente, par exemple, comme des philosophes, comme Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven. Enfin, si on expliquait à Platon et à Socrate ou à Aristote ce que seraient présentés, ceux qui seraient présentés comme des philosophes 2 millénaires et quelques plus tard, je crois qu'ils en auraient avalé leurs chaussettes. Et donc, cette congrégation de faiseurs d'opinion malhonnêtes et fallacieux vont vraiment stimuler la peur archétypale qui, bien sûr, figure au cœur de notre humanité. La peur archétypale, rappelle Maffezoli, tient les entrailles de notre humaine nature. La condition humaine est par définition source de peur, étant donné que nous sommes sensibles, vulnérables et que nous allons mourir. Et donc, il est naturel et logique d'avoir peur, et la peur est au cœur de nos entrailles, si j'ose dire. Et donc, en termes familiers, pour résumer l'équation dans laquelle nous sommes, des apeurants manipulent des apeurés. Et évidemment que tous ceux qui chercheraient à donner des informations ou des compréhensions permettant de relativiser la peur ou de s'exonérer d'une panique qui a été entièrement induite sont considérés comme des ennemis, étant donné que le fait de stimuler cette peur, de mettre en œuvre une stratégie de la peur, est précisément l'outil par lequel les élites dégénérées tentent de se maintenir au pouvoir. Et on retrouve quelque chose qui, au fond, est très congruent avec une incohérence de la démocratie et de la République. Je ne vous cacherai pas que je suis triste de voir autant de caricatures représentant Macron sous les traits de Louis XVI.
pour signifier une fin de régime, et en disant il va y avoir une révolution. Alors que nous soyons à un point de bascule de l'histoire, comme cela a été en partie le cas à la fin du XVIIIe, j'y suis tout à fait ouvert. Par contre, l'histoire a tellement déformé Louis XVI, qui était un homme profondément bon, et qui précisément, et il l'a dit dans une citation quelques jours avant sa mort, en disant « Je serai tué pour avoir refusé de faire couler le sang de mon peuple ». Il a toujours refusé l'usage de la force contre la population parce que c'était quelqu'un qui était convaincu de la possibilité de rassembler les énergies dans une direction possible pour tous et qui s'interdisait, en fonction de son éthique et de ses valeurs, de provoquer la mort de qui que ce soit. Donc quand en comparaison on voit Macron qui fait un usage totalement démesuré des violences d'État, tout en interdisant aux journaux, qui s'autocensurent pour un certain nombre d'entre eux, d'utiliser le terme de violence policière, je trouve vraiment qu'il est lamentable de caricaturer un tyran sociopathe comme l'est Emmanuel Macron, donc quelqu'un sans foi ni loi, d'un cynisme épouvantable et prêt à détruire ou à laisser mutiler n'importe qui dès lors que c'est son bon plaisir, avec un roi qui est mort d'avoir refusé de faire usage de la force contre la population française. C'est un aparté. Mais donc, il y a à l'origine du hiatus que nous vivons aujourd'hui cette incompréhension en grande partie de ce qu'a été la Révolution et la République, avec cette idée au fond que la République serait le contraire de la tyrannie. Mais la monarchie française n'a jamais été une tyrannie. Ça a été un système évidemment dépassé aujourd'hui, je ne veux pas dire le contraire, mais qui tenait un ensemble de pondérations par rapport aux différentes couches sociales, et où dans les faits, le poids donné à un ensemble de groupes sociaux était particulièrement fort. Et d'ailleurs, vous savez que le fameux aphorisme attribué à Louis XIV, « l'État c'est moi », est un faux. C'est une fake news, il n'a jamais dit ça, il n'aurait pas pu dire ça. Parce que dans l'esprit d'un roi, à l'époque de la France dont il s'agit, sa responsabilité était de veiller du mieux qu'il pouvait au bien de son peuple et des couches sociales, sans nier bien sûr les réalités des injustices liées aux privilèges des classes aristocratiques. Enfin, le deal était que les aristocrates ne payaient pas d'impôts, mais que c'est eux qui allaient se faire tuer sur les champs de bataille. Était-ce un bon deal? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que cette idée que la monarchie aurait été tyrannique et que la République est un antidote à la tyrannie est juste d'une fausseté absolue sur le plan de la philosophie politique. Il y a, je dirais même, un potentiel de tyrannie probablement plus grand dans la République et bien sûr dans des dérives comme l'Empire que dans la monarchie originelle. Et au fond, Robespierre, que d'aucuns se piquent de réhabiliter aujourd'hui de manière un peu bizarre, avait au fond très bien exprimé ça, où lui et ses comparses partaient du principe que la souveraineté réside dans le peuple, certes, mais que celui-ci ne doit jamais l'exercer, et que c'est à une élite éclairée, dont Robespierre considérait faire partie, qu'il revenait d'exercer la souveraineté. Et on est aujourd'hui quelque part dans le même cas de figure. Nous sommes dans une forme de nouvelle terreur. Il y a des stratégies de terrorisation de la population qui sont mises en œuvre, et en particulier de persécution de ceux qui s'opposeraient à cette idéologie délirante. Et on voit que le pouvoir aujourd'hui en place, pour faire oublier la logique de domination dans laquelle il est caractéristique des totalitarismes, veut voir du complotisme partout. Tous ceux qui n'adhèrent pas à cette narration délirante et paranoïaque sont immédiatement étiquetés comme paranoïaques, et évidemment que vous avez des armées de petits capots et sectateurs zélés dont la mission est de coller des étiquettes. On a vu récemment le lamentable Julien Pain aller dans une librairie d'extrême droite, selon lui, repérer des ouvrages complotistes qui figuraient sur les rayons. Donc on est vraiment dans cette logique inquisitoriale. Et Michel Maffezoli souligne que tous ces groupes, conseils scientifiques, comités de veille et d'anticipation, observatoires divers du conspirationnisme et des fake news, sont en fait chargés d'imposer la novlangue,
c'est-à-dire cette distorsion, cet abadardissement au service du totalitarisme du langage, conduisant à l'anéantissement de la pensée et donc à l'asservissement du peuple. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne privez pas le peuple des moyens de penser et de comprendre les choses, vous ne pouvez pas l'asservir. Et donc, ce dont nous parlons, ce sont d'instruments de destruction intellectuelle et spirituelle dont l'Inquisition, souligne Maffezoli, reste le modèle achevé. Donc nous sommes là, dans une structure anthropologique fondamentale. Là, il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes processus qui sont mis en œuvre depuis la nuit des temps par les différents pouvoirs totalitaires. Maffezoli revient dans son livre sur les moments qui ont précédé la grande pandémie en soulignant qu'il y avait eu ce moment de grande tension sociétale mais aussi d'effroi parmi les élites lié au mouvement des Gilets jaunes. Et où tout d'un coup, il y avait dans la population, la puissance instituante, quelque chose qui échappait aux classes politiques et qui notamment dérivait des modalités institutionnelles d'exercice de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que dans le modèle de la démocratie représentative, parce que vous avez un certain nombre de valeurs et de convictions, vous élisez des gens qui ont des convictions et des valeurs similaires, de sorte à ce qu'ils puissent vous représenter à l'échelon national et veiller à ce que l'adoption des lois aille dans le sens que vous voulez. Or, il y a eu une perversion monstrueuse de cela depuis quelques années, notamment parce que le président en exercice et qui s'est rendu coupable par là même d'impéritie, ce qui serait un motif de destitution per se, a entrepris de dicter aux législateurs les lois qu'ils doivent adopter. En d'autres termes, l'exécutif s'est investi de la responsabilité de légiférer, alors que le rôle de l'exécutif dans tout système en équilibre des trois pouvoirs si bien décrit par Montesquieu est d'exécuter ce que décide la représentation nationale. Et donc, il y a un coup d'État qui a eu lieu, qui s'est produit de manière insidieuse, sans que personne n'y trouve vraiment à redire, et dont la démission systématique du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel en particulier n'est qu'une confirmation dans le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le troisième pilier de l'ordre constitutionnel. Et donc, la révolte des Gilets jaunes a complètement dérivé de ce balisage ordinaire politique de la Ve République. Et ne faisant en cela que mettre en lumière la réalité d'un décalage qui s'est déjà produit. Alors, effectivement, Michel Maffezoli le cite souvent, si vous additionnez les gens qui n'ont pas le droit de vote, l'abstentionnisme, les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, la réalité aujourd'hui est que les élus, nos élus, entre guillemets, sont élus par une toute petite minorité du peuple. On parle de 10 à 15%, si mes souvenirs sont exacts, en ce qui concerne les députés, par exemple. Donc, prétendre que ce système reflète la volonté populaire est quand même par définition abusive, et se poserait la question, si nous avions des gouvernants et des représentants éclairés, de savoir pourquoi il y a ce désinvestissement massif d'un système, au fond, auquel plus personne ne croit. Et je pense notamment que le vote sur le traité européen, qui a été défait dans la foulée par des moyens déloyaux, a au fond créé un choc traumatique qui s'exprime encore dans cette réalité qu'aujourd'hui, la population, la puissance institutionnelle, n'a plus confiance dans les pouvoirs en place et les institutions. Et les Gilets jaunes, à leur manière, n'ont fait que refléter cela, que montrer cela dans l'espace public, et avec quelque chose de terriblement inquiétant, qui était qu'ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Et c'est un jeu d'enfant pour les pouvoirs à tentation de dérive autoritaire que d'avoir des ennemis dont ils peuvent montrer qu'ils cherchent à faire un coup d'État et à renverser le gouvernement en place. Mais les Gilets jaunes avaient une autre caractéristique, c'est que c'était l'expression de valeur, c'était l'expression de réalité, de vécu, de ressenti,
de l'âme du peuple sur le terrain, et on se souvient de la terreur dans laquelle cette irruption d'une manifestation populaire, le peuple s'appuie, dit Maffezoli de l'idéologie des élites, a fait extrêmement peur aux gouvernants. Alors on se souvient des manipulations de Macron, on se souvient aussi de sa brutalité, comment il a envoyé la soldatesque policière nasser, mutiler, gazer, violenter la population qui faisait usage d'un droit de manifester, et puis après toutes les manipulations. Et donc Michel Maffezoli souligne que dans le « nous sommes en guerre » du président, il y avait quelque chose qui relevait d'une sorte de revanche. Désormais, c'est moi le chef des armées, l'union sacrée est nécessaire, et cela, bien sûr, a permis d'étouffer toute revendication sociale, en tout cas jusqu'à la question de la réforme des retraites. Mais au fond, nous sommes de nouveau archétypalement dans la tactique fondamentale du pouvoir, élaborer une stratégie de la peur conjoncturelle, sur fond de la peur structurelle, indépassable archétype humain. Puisque nous savons que nous sommes mortels, puisque nous savons que nous pouvons tomber malades, que nous pouvons être blessés, nous sommes en anxiété quant aux dangers qui peuvent exister autour de nous, et évidemment que le jeu d'enfant, ça rejoint la théorie de la formation de masse de Mathias Desmet des gouvernants, ça a été de prendre un bidule, en l'occurrence un virus, et de dire « Regardez, regardez, c'est ça qui vous met en danger ». Du coup, toute l'anxiété sociale diffuse a pu se projeter sur un objet, et puis d'associer au bidule tous ceux qui contestaient la manipulation dont il est question. Alors, je me permets de rappeler une fois de plus les données. D'après les dernières recherches épidémiologiques, le SARS-CoV-2 a été moins grave que la grippe annuelle banale. En dessous de 70 ans, moins grave que ce que nous connaissons année après année. Il y avait quelques catégories à risque que l'on pouvait protéger et soigner précocement, mais avec une moyenne d'âge des personnes soi-disant mortes du Covid qui dépasse l'espérance de vie. Et ce que cela veut dire en d'autres termes, pour parler français, c'est qu'on a créé une pandémie à partir de rien. S'il n'y avait pas eu tout le battage médiatico-politique, cette épidémie n'aurait été qu'une épidémie virale de plus, ni plus forte ni moins forte que les autres années, engorgeant très temporairement certains services d'hôpitaux, mais il faut savoir que sur les 1000 hôpitaux et cliniques de la France, 38 ont été réservés pour le Covid. Et évidemment qu'il y a eu des situations tendues dans ces 38, dès lors qu'on ne mobilisait pas les 962 autres établissements, et tout ceci a permis une manipulation effroyable, dont on a aujourd'hui toutes les données pour montrer que c'était faux de fond en comble. Juste pour la petite histoire, John Ioannidis, qui est l'épidémiologiste le plus cité au monde dans la littérature, vient dans une interview répondant à la question « Mais vous vous souvenez de cette idée de confiner pendant 15 jours pour aplatir la courbe et éviter de surcharger les hôpitaux, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'en pensez-vous aujourd'hui ?» a répondu de manière très honnête, mais c'est quelqu'un d'honnête, contrairement à la plupart des pseudo-experts bardés de conflits d'intérêts, qu'à l'époque ça lui avait semblé être une bonne idée. Finalement, sacrifier 15 jours de vie publique collective pour passer un cap difficile, pourquoi pas, on était tous prêts à le faire, sauf que il s'aperçoit aujourd'hui que tous les modèles et l'idéologie sanitaire sur lesquels s'était basée cette recommandation étaient faux de chez faux, étaient archi-faux. Et donc, voilà, ça a été une forme de truanderie. Michel Maffezoli souligne aussi que cette peur, bien sûr, elle est là, elle est toujours présente en nous, mais elle prend une importance particulière dans des moments où prévaut la pauvreté spirituelle. Lorsqu'il y a un manque spirituel, nous sommes d'autant plus à risque d'accorder une place démesurée à des peurs plus ou moins légitimes ou des fantasmes de peur orchestrés par les gouvernements en place. Et nous sommes aujourd'hui effectivement dans un monde totalement déboussolé, que Maffezoli résume, lui qui a beaucoup fréquenté et travaillé avec Jean Baudrillard, qui a été le grand analyste de la société de consommation et de ses simulacres, en disant que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on se contente de produire pour vivre
là où, dit-il, il suffirait de vivre pour produire. C'est-à-dire que les choses sont renversées. Et on l'a bien vu. À l'époque du couvre-feu, par exemple, qui était une autre mesure complètement scandaleusement stupide, inutile et destructrice, l'idée était, au fond, vous êtes utile tant que vous produisez, donc on va vous laisser vous entasser dans des transports en commun, être productif le temps prévu, vous réentasser dans des transports en commun, et après chacun chez soi, dans sa boîte, de préférence regarder une télévision pourrie comme BFM ou les chaînes publiques françaises, de sorte à ce que votre vie soit réduite à cet élément de production au service du système. Et dans toute société digne de ce nom, c'est l'inverse qui se produit. C'est parce que l'on vit qu'on produit. Cela fait partie de notre appétence humaine que de mettre nos compétences, les compétences que nous avons acquises, au service d'une cause noble, dans des relations de qualité, pour produire quelque chose d'utile. Et c'est tout cet outil de production collective qui a été détruit par des gouvernements en place depuis un certain nombre d'années, et donc avec ce renversement, où au fond, on n'a plus de socle spirituel et de représentation anthropologique pour tenir la société, et donc l'exacerbation réalisée par les pouvoirs en place de la peur archétypale engendre des phénomènes régressifs. Et notamment de régression de la pensée, mais aussi de régression des valeurs, de régression des liens. Et la médiocrité absolue des analyses politiques et journalistiques et pseudo-scientifiques est une illustration criante de cela. Vous savez que la dernière série de l'IHU méditerranéen infection vient d'être publiée, plus de 30 000 cas. Les dossiers ont été authentifiés par huissiers de justice pour couper court à la calomnie, la diffamation et les mensonges qui ont prévalu, montrant une réduction de 71% de la mortalité chez les patients traités précocement. Une réduction de plus de 80% chez les patients âgés de plus de 80 ans. Cette recherche est inattaquable. Elle respecte tous les standards de qualité, c'est le plus haut degré de preuve disponible. Eh bien, malgré ça, vous avez encore des gens pour nier l'intérêt des traitements précoces. Donc, on est vraiment dans des gens qui se permettent d'affirmer tout et n'importe quoi en étant exonérés de toute responsabilité envers le réel. Cette régression de la pensée, bien sûr, va avec une régression du lien. La baisse de l'affectivité, l'isolement, les gestes barrières, les confinements sont toutes des mesures parfaitement inutiles sur le plan sanitaire, mais qui ont été par contre très efficaces dans le fait d'isoler les individus et de faire exploser la sécurité des groupes d'appartenance, lesquels de surcroît ont été clivés par des questions pro-vax, anti-vax, pro-masque, anti-masque, enfin toutes ces sources de discorde et de dissensus, de dissensions violentes, et qui ont conduit finalement les gens à être très isolés d'une manière ou d'une autre. Et avec ce tour malheureusement génial sur le plan de la manipulation, mais très démoniaque à vrai dire, c'est que la peur structurale, viscérale, est devenue dans ces moments la peur de l'autre. L'autre avait le pouvoir de me tuer. Souvenez-vous, Michel Simès l'a dit sur les chaînes de télévision. Les noms injectés sont aujourd'hui des bombes qui peuvent tuer les autres. Voilà ce que cet être profondément stupide dans ses analyses a osé dire publiquement, comme s'il n'avait pas de responsabilité quant à sa parole publique. Et donc le résultat, ça a été d'amplifier l'inadaptation à soi, aux autres, au monde et à la condition humaine. Alors ce processus, et c'est très beau de voir ces assonances symboliques, enfin c'est beau dans quelque chose de très glauque et de très laid bien sûr, et notamment comment cette inadaptation à la vie sociale est allée de pair avec la mascarade généralisée. Et la mascarade en l'occurrence selon deux axes. Le premier, bien sûr, c'est ce bâillon ou cette muselière qu'on nous a imposé, alors que, rappelons-le, aucune science d'aucune sorte n'a jamais justifié son usage, et au contraire, toutes les analyses qui sortent actuellement montrent que c'était inutile en population générale, que c'était inutile et toxique dans les écoles et les institutions d'enseignement, et que même en milieu hospitalier, ça n'a pas eu la moindre
incidence positive tout en ayant des conséquences négatives. Malgré tout, on a imposé ce masque de malheur, mais qui évidemment était un instrument de peur. Parce que le masque en question n'était pas du tout une défense contre une peur illusoire de ce virus, mais c'était le meilleur moyen de répandre la peur. Donc ça, c'est le premier élément de la mascarade. Et puis, le second, c'est ce travestissement permanent de la réalité. Avec des pseudo-experts, je veux dire, si Raphaël Enthoven est un philosophe, je l'ai déjà dit, ma grand-mère était cosmonaute. Je veux dire, si jamais Gilbert de Ré est un médecin ou Laurent Alexandre sont des médecins dignes de foi, eh bien je suis la reine d'Angleterre, paix à son âme. Donc on est dans cette mascarade où on peut prendre n'importe quel hurluberlu. Si Julien Pain est un journaliste, Bozo le clown est un spécialiste en géostratégie militaire. Donc on peut aujourd'hui prendre n'importe quel individu et le parer d'un masque où les médias unanimes vont prétendre qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Alors, tout ça nous met dans une réalité qui est tragique, à plus d'un titre. La première, et Maffezoli va bien sûr à l'essentiel, il l'avait déjà évoqué dans l'ère des soulèvements, mais en nous rappelant que la finitude est notre lot. Nous sommes mortels, nous sommes destinés à la mort, et c'est en habitant cette réalité humaine, en étant imprégné de cette condition première qui est la nôtre, que nous pouvons éviter de partir dans tous les sens. Et c'est en refusant la finitude, la vieillesse, la maladie, la vulnérabilité, que l'on crée en fait, je cite, un monde de zombies, ces morts vivants ne sachant plus mourir et donc étant incapables de vivre. Par ces mots, Michel Maffezoli rejoint cette pensée très profonde exprimée par Alexandre Solzhenitsyn dans son discours de Harvard sur le déclin du courage, où, alors que les Américains s'attendaient à un discours encensant le monde libre et la liberté incarnée par les États-Unis par opposition au communisme, ont reçu une sacrée douche froide, puisque Solzhenitsyn, au contraire, a nommé toutes les scories de l'Occident qu'il voyait tellement bien, et en disant, entre autres, cette parole prophétique, « À l'avenir, les dissidents seront à l'Ouest », ce qui est le cas aujourd'hui. Et Solzhenitsyn, dans son discours sur le déclin du courage, disait « Vous avez un problème majeur en Occident, qui est que vous ne savez plus pourquoi vous seriez prêt à mourir, et dès lors, vous ne pouvez pas savoir pourquoi vivre. » Et c'est exactement ça. Et donc, avec ce déni de la finitude et de la mort, l'absurdité de la politique en cours repose de surcroît, tenez-vous bien, sur la prétention à organiser le bonheur. Et ça, c'est le cœur du totalitarisme, déjà décrit à l'époque de manière visionnaire par Maffezoli dans son livre sur la violence totalitaire, essai d'anthropologie politique. Et ce totalitarisme qu'il qualifiait de doux à l'époque est en fait, souligne-t-il, d'une insigne cruauté. Cruauté à l'égard des enfants, que l'on a maltraités et torturés d'une manière abominable, et à qui l'on a fait sans cesse croire qu'ils constituaient un danger pour les adultes qu'ils aiment. Non mais est-ce qu'on peut imaginer manipulation psychologique pervers plus destructrice et cruelle que celle-là? Prenez les tweets et les expressions de Gilbert de Ré, ce type devrait être en prison pour la maltraitance qu'il a infligée à une génération entière. Cruauté pour les tout-petits, les nourrissons qui vivaient privés du sourire rassurant des adultes. On a forcé des mères à accoucher avec ce bâillon d'infamie sur le visage alors qu'il ne servait à rien. Et donc le premier regard que le nouveau-né aura porté sur sa mère était celui d'une femme sadisée par les autorités et le système soi-disant de santé. Cruauté extrême, souligne Maffezoli, pour les adolescents et les jeunes adultes à qui l'on a volé ces moments essentiels de socialité, d'amour, d'amitié constitutifs de leur équilibre d'adulte. On a mutilé une génération entière dans sa construction. Et ce totalitarisme doux, parce qu'il n'use pas
outre mesure de violence obvie, est on ne peut plus cruel et repose essentiellement sur le mensonge. Mensonge des gouvernements, tout le monde ment, et ceux qui mentent sont même dupes d'eux-mêmes. Voyez ? Il y a une telle confusion, une telle inversion entre le mensonge et la réalité qu'on peut presque croire qu'ils sont convaincus de ce qu'ils racontent, alors même qu'il s'agit des mensonges les plus indignes et les plus épouvantables. Parce qu'on est dans des processus psychiques très compliqués, et notamment celui de la projection par ces gouvernants sociopathes et malsains à l'extérieur de la faiblesse qui les et nous constitue. Donc vous avez un Macron qui « je ne céderai pas », alors que le propre d'un gouvernant éclairé, c'est de céder quand la puissance instituante s'oppose. De Gaulle a fait marche arrière, Mitterrand a fait marche arrière, Chirac a fait marche arrière, même Sarkozy a fait marche arrière. Pourquoi ? Parce que quand vous gouvernez, vous savez que vous ne pouvez pas forcer une décision contre la population entière. Mais Macron, lui, n'en a cure. La cruauté et l'obstination sont son registre. Et donc, la logique des actions et des interprétations gouvernementales est tout simplement le mensonge. Le réel devient fantomatique, ne correspond plus à rien, et, avance Maffezoli, c'est la caractéristique même des périodes de décadence. Donc pour vous donner un autre exemple, mais risible au possible, récemment, Julien Pain, tenez-vous bien, a invité Raphaël Enthoven pour une grande dissertation sur ce qu'est le vrai et le faux, et pourquoi des gens comme nous, qui avons des lubies, sommes incapables de nous en détacher pour comprendre la vérité de ce que ces crapules essayent de faire passer pour véridique. Donc on est vraiment dans quelque chose d'une obscénité, d'une perversité absolument extrême. Le réel devient fantomatique, je cite, « ne correspond plus à rien, ce qui est la caractéristique même des périodes de décadence, et où se manifestent, où fleurissent les pitreries d'une élite aimant à se repaître, de ce que Jean Baudrillard, en ses subtiles analyses, nommait des simulacres. » Donc on est dans des simulacres. Vous avez peut-être vu la ministre de la Culture au Molière, hier ou avant-hier, des militants de la CGT l'interpellent de manière spontanée, sauf qu'à ce moment-là, même Hanouna l'a relevé dans son émission, elle lise un prompteur, on les voit lire un prompteur avec le texte qui défile, donc il n'y a rien de spontané, et la ministre, au milieu de la salle, se lève un micro à la main, arrivée là comme par miracle. Avec Jesus, on avait la multiplication des pains, dans le simulacre, on a la multiplication des micros, et qui répond avec un aplomb splendide en identifiant que la citation proférée par les militantes de la CGT a été dite par Gérard Philippe en 1951 ou 57, je me souviens plus. Mais tout cela est de la mise en scène, c'est du simulacre, c'est du mensonge à répétition. Et quand on est dans un tel degré de confusion entre le réel, le véridique, le frauduleux, le fantasmatique et le simulé, il y a effectivement une totale mise au pas de l'opinion publique. C'est cette structurelle ignorance, cette production de l'ignorance, on appelle ça l'agnotologie de manière technique, qui, à partir des délires paranoïaques de la société officielle, suscite une peur panique dans la population. Parce que nous sentons bien que nous sommes pris dans une machine infernale et dans un piège toxique et destructeur. Et autant les crapules qui sont au pouvoir ont la prétention odieuse de créer un bonheur collectif, autant la contrepartie, c'est un devoir-être. Nous vous protégeons et vous vous soumettons. Et donc, cette logique du devoir-être, qui est caractéristique de toutes les dictatures. Le propre d'une non-dictature, c'est que personne ne vous dit comment être. Il y a des lois, et si vous transgressez des lois, bien sûr, vous en subissez les conséquences. Mais personne ne vient vous dire comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous habiller, ce que vous devez dire, ce que vous avez le droit de penser, etc. Ce devoir-être et ses modalités est caractéristique des dictatures telles qu'elles soient,
Et c'est d'abord quand on regarde toujours à partir de ce postulat qui a la prétention, mais spirituellement et existentiellement scandaleuse, d'améliorer l'humanité. Et pour ce faire, la construire ou la reconstruire à partir d'un ensemble d'idées abstraitement édictées. Donc bien sûr, ça a été le grand projet nazi, ça a été le grand projet communiste, mais c'est le grand projet de Klaus Schwab, c'est le grand projet de Bill Gates, c'est le grand projet de Yuval Harari, et à bien des égards, il semble aussi que ça soit le grand projet d'Elon Musk, même si je lui garde ma gratitude pour essayer de sécuriser sur Twitter un bastion de liberté d'expression. Et donc, on a aujourd'hui ce repli de la population qui est tellement redoutable. C'est-à-dire que tout cela est tellement désolant, tout cela est tellement malsain, tout cela est tellement injuste. On a l'impression de tellement n'avoir aucun outil à disposition ou moyen d'action, sauf celui d'aller se faire matraquer, qu'évidemment que le risque, c'est de réinventer, et voyez la pertinence de la réflexion de Michel Maffezoli. Je sais que je suis très élogieux à son égard, mais en même temps, c'est un des très grands penseurs du temps. Évidemment que je suis pas forcément d'accord avec lui sur tout, ça serait aussi suspect. Mais dans le domaine du décodage des grands courants imaginaires qui façonnent une époque, c'est juste somptueux de précision et de sagacité. Et donc, Maffezoli souligne que nous nous confrontons aujourd'hui à ce contre quoi luttait la religion traditionnelle qu'elle décrivait avec le terme d'ascédie. Ascédie, A-C-E accent aigu, D-I-E, qui est un terme que j'imagine à peu près plus personne ne connaît, mais qui est donc une maladie de l'âme caractérisée par une capitulation, l'indifférence, le défaitisme, l'aquabonisme, la perte de goût pour la vie. La spiritualité, c'est la vie en surabondance. C'est ne plus être dans la peur. Et l'ascédie, c'est le contraire. C'est que tout est tellement décourageant et douloureux que je perds le goût de tout. Et ça empêche d'être en relation avec la communauté, mais aussi de participer à un projet collectif. Et on voit bien l'intérêt des élites d'annihiler, de neutraliser, de stériliser tous les ferments féconds de revendications et d'ambitions saines au sein de la population. Alors Maffezoli cite Platon, un texte tiré des Lois, chapitre 3, « Une théâtrocratie dépravée a remplacé le pouvoir des meilleurs juges, ils se croyaient savants, et cette absence de crainte a enfanté l'impudence, impudence détestable. » Voilà une remarque on ne peut plus pertinente et d'une étonnante actualité, souligne Maffezoli, et il nomme aussi que c'est régulièrement que renaît au cours de l'histoire humaine une telle impudence. Et on a effectivement ce spectacle, pour reprendre l'analyse de Guy Debord, qui est un mauvais rêve, un divertissement selon Pascal, qui nous fait fuir la vie réelle, qui est la vie et la mort. Ou encore les simulacres, qui, selon Jean Baudrillard, effectivement, constituent le fondement même de la société de consommation, dans laquelle seuls prévalent l'objet et le pouvoir d'achat. Mais quand un être humain est réduit à son statut de consommateur que de surcroît on est en train de précariser aujourd'hui dans la stratégie de la peur, tout ceci étant très organisé, nous sommes dans une forme achevée d'une vie aliénée, c'est-à-dire rendue étrangère à elle-même. Aujourd'hui, dans certaines grandes villes, les principaux points d'attraction de la population pendant ses loisirs sont des centres commerciaux pléthoriques qui vomissent un déluge de plastique et de sucre et où les gens vont manger de la malbouffe en regardant des produits à perte de vue. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans un système d'aliénation évident. Mais, et ça c'est le côté qu'il convient aussi de voir, souligne Maffezoli, cette théâtrocratie suscite toujours la sédition, en particulier de la part des jeunes gens, qui, vouant leur existence à des buts moins matériels, n'oublient pas cet instinct de spiritualité qui fonde la conservation de l'esprit. Alors évidemment, la jeunesse a été très anesthésiée, chloroformée ou assommée pendant ce que nous avons vécu, et notamment parce que les pouvoirs en place ont réussi à lui faire un chantage affectif odieux, comme avec la question climatique d'ailleurs. Ceux-là même qui détruisent l'environnement prétendent vouloir mettre en œuvre un agenda pour sauver la planète sur des bases fallacieuses
d'une manière qui va aboutir essentiellement à la restriction durable des libertés. Et dans la crise sanitaire, ça a été la même chose. On a demandé à la jeunesse de se sacrifier, soi-disant pour épargner les autres et les vieux, alors que le sacrifice demandé n'a rien changé à ce qu'ont vécu les autres. Et donc c'est sur la base de bons sentiments et d'une manipulation que cela a été réalisé, mais intrinsèquement, et ça, il y avait une évidence sociologique en émergence avant la crise, la génération actuelle de jeunes gens est beaucoup plus intéressée par le sens et la qualité de vie que par le matériel. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça, par exemple dans le fait d'accéder à une position professionnelle ou de la conserver. Ce qui importe, c'est que ça soit intéressant, stimulant, que ça se passe dans des bonnes conditions relationnelles avec d'autres êtres humains, et que ça respecte des valeurs de qualité. C'est ça qui intéresse la jeune génération. Donc il y a ce ferment beaucoup plus spirituel, alors que les générations en fin de course sont très matérialistes et très égocentriques. Et donc là, il y a un ferment susceptible de générer un renouveau à un moment donné, mais pour l'instant, nous sommes prisonniers de cette tyrannie du spectacle médiatico-politique dont le vocabulaire est faisandé et glaçant, et dont la fonction essentielle, je cite, est de manipuler d'une manière terroriste l'opinion publique. Je l'ai dit aussi très tôt, parce que c'est une réalité qui se laisse observer, nous sommes actuellement dans un terrorisme d'État. Le terrorisme, c'est quoi? C'est le fait de générer de la terreur par de la violence, et c'est exactement ce que nos gouvernements font depuis 3 ans. Il y a des crimes d'État contre la démocratie et la population, c'est ce que le chercheur en sciences politiques américain Lance DeHaven Smith a montré, notamment comment à chaque fois que les pouvoirs en place utilisent massivement l'étiquette de complotiste, c'est systématiquement pour camoufler des crimes d'État contre la démocratie. Il y a actuellement des crimes d'État contre la démocratie, perpétrés par nos gouvernements, l'Union européenne, l'ONU, l'OMS et évidemment le Forum économique mondial, mais il y a également cette terrorisation des populations avec les procédés de bouc émissarisation, c'est-à-dire qu'on fait passer pour ceux qui créent le danger, ceux qui en fait essayent de résister au déferlement totalitaire d'une manière où les gens ne voient pas que le danger et la violence est celle infligée par les gouvernements en place. Et donc cette manipulation mentale généralisée est suscitée, relève Maffezoli, par une presse aux ordres, débitant sans fin et d'une manière unidimensionnelle quelques lieux communs vaguement scientifiques, très vaguement, jusqu'à rendre acceptable par la majorité ce qui ne l'était pas jusqu'alors. Une étude vient de paraître qui montre l'intensité et la violence, pour reprendre ce terme juste, des discriminations subies par les non-vaccinés à travers le monde. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et ça a été légitimé par les pouvoirs en place et leurs sbires, tous ces faiseurs d'opinion hautement critiquables, de sorte à ce que ça a été rendu acceptable. La conclusion, la majorité, réduite au silence, censurée, se soumet, dès lors, à ce qui est présenté comme légal ou normalisé. C'est ainsi qu'opèrent les publicistes les plus malhonnêtes, mais aussi tous les propagandistes. Vous savez, toute la science de la propagande et de la manipulation qui existe aujourd'hui. Et donc nous sommes de nouveau dans un cas de figure malheureusement très classique. Pour terminer ce premier volet de présentation du temps des peurs, Maffezoli souligne que la sagesse populaire, elle, n'est pas dupe. Parce qu'elle sait de longues traditions que seul le dogme est irréfutable. Quand on vous dit quelque chose est inquestionnable, c'est comme ça et pas autrement, nous savons tous que nous sommes face à une pensée dogmatique et abusive. Pourquoi? Parce que précisément le propre de la vérité est d'être réfutable. Le propre de la science, c'est que toute théorie, toute hypothèse soit réfutable. Et donc, quand il y a un dogme présenté comme étant scientifique, mais il n'est que scientiste, la vraie science n'a rien à voir avec ça, affirme que quelque chose est inquestionnable, on est en réalité dans une ignorance crasse. La vraie science, elle, se remet toujours en question
en fonction des changements intervenus, de l'évolution, de la somme d'observations à disposition, des méthodologies de recherche, des instruments d'observation le cas échéant. Donc il y a un mouvement continu qui fait que les choses sont en permanence révisables. Alors pour la petite histoire, Anthony Fauci, qui est cette crapule aux États-Unis qui a orchestré tout ça, et qui a osé pendant des mois affirmer « je suis la science », ce que je dis est inquestionnable, finalement étant mal pris, et il va finalement probablement être incarcéré pour parjure, parce qu'il avait juré ses grands dieux devant le Congrès lors d'auditions qu'il n'avait jamais financé de recherche de fonction au laboratoire de Wuhan, alors qu'on a la preuve aujourd'hui que c'était le cas, et bien lui aujourd'hui est en train de reconnaître, oui c'est vrai, le masque au fond ne servait à pas à grand chose, sinon à rien, oui c'est vrai, les confinements n'étaient peut-être pas une bonne idée, oui c'est vrai, les vaccins ne protégeaient pas autant qu'on le pensait. Donc vous voyez, même lui est en train de se défausser de ses propos dogmatiques odieux et manipulatoires, cruels, qu'il a tenu pendant tout ce temps-là, mais évidemment qu'il ne le fait pas par vertu, il le fait parce qu'il voit les poursuites et les ennuis judiciaires s'approcher, et donc s'il y a une règle de bon sens, mais dont Michel Maffezoli affirme qu'elle est présente dans la sagesse populaire, à garder à l'esprit, c'est que dès qu'un journaliste, un influenceur, un commentateur, un pseudo-scientifique, quelque autorité que ce soit vous dit c'est comme ça et ça n'est pas autrement, ça ne peut pas être autrement, vous savez que vous avez affaire à un faussaire, à quelqu'un dont il faut se détourner, parce que sa posture même indique qu'il n'est pas honnête, et s'il n'est pas honnête, c'est forcément qu'il attend quelque chose de vous, ou qu'il cherche à vous influencer dans une certaine direction. J'en resterai là pour cette première analyse, sachant que je pense vraiment en mon âme et conscience que nous allons vers des semaines et des mois extrêmement agités. Notamment l'Union européenne, qui est vraiment une nouvelle Union soviétique. Là, alors on est de retour dans un mélange de fascisme et de communisme tout à fait stupéfiant. Thierry Breton, commissaire européen soupçonné de corruption par Anticor en France, vient dénoncer que Twitter devait rendre accessibles ses algorithmes et toutes les données s'il ne voulait pas s'exposer à des ennuis et mettre en œuvre une politique de censure des opinions divergentes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, au fond, la partie est loin d'être gagnée pour le camp d'en face, malgré tous les progrès qu'ils ont obtenus. La perspective que ça leur échappe reste plus d'actualité que jamais, et donc la fuite en avant, le combat d'arrière-garde, pour reprendre une autre expression empruntée à Julian Freund, qui fut maître de Michel Maffezoli à l'université de Strasbourg, en philosophie politique et en sociologie politique, que cette fuite en avant est plus d'actualité que jamais, et donc ils vont tenter de passer l'épaule et d'arriver à leur fin vite et brutalement. Et c'est là où nous devons être très outillés intellectuellement, spirituellement, anthropologiquement, psychologiquement, affectivement, humainement, pour pouvoir résister à cet agenda de malheur qui n'est rien d'autre, et je reviendrai sur ce paramètre-là dans une prochaine vidéo, qu'un quatrième Reich, sachant que l'Occident a été colonisé par les dignitaires nazis exfiltré et recyclé dans tous les différents pays, y compris la France. Un historien vient de publier un ouvrage très difficile à réaliser tellement les sources étaient difficiles d'accès, sur le recyclage par la France d'après-guerre, d'immédiate après-guerre, d'un ensemble de criminels, y compris contre l'humanité nazie, y compris ceux qui avaient réalisé des expériences dans les camps de concentration sur des cobayes humains à vif. Ces gens-là ont été recyclés dans nos institutions, ils ont travaillé pendant des décennies pour accéder au levier du pouvoir, et donc il importe de ne pas s'illusionner par rapport à ça, c'est tout ce plan démoniaque de destruction de l'Occident. Et si on voit effectivement qu'on s'attaque aux nourrissons, qu'on s'attaque aux enfants, qu'on s'attaque aux femmes enceintes, qu'on s'attaque aux personnes âgées, qu'on s'attaque maintenant aux enfants dans les écoles avec un agenda soi-disant d'éducation sexuelle, qui est dans les faits une légalisation de la pédocriminalité, je vous suggère de lire les différentes interventions d'Ariane Biran et Amandine Lafargue récemment sur ce sujet. Il faut savoir que ce sont des dignitaires nazis encouragés par Rockefeller qui ont été à l'origine de l'idéologie d'éducation des enfants à leur sexualité,
avec des directives aujourd'hui du côté de l'ONU et de l'OMS, soutenues par Bill Gates, de considérer les enfants comme étant des personnes dotées de sexualité qui pourraient consentir à des relations avec les adultes dès leur plus jeune âge. Voilà la réalité des personnes que nous avons en face de nous. Je ne vous demande évidemment pas de me croire sur parole, je vous demande et je vous invite par contre de vous renseigner. Tout ce que je vous dis là est documenté et vérifiable. Les personnes qui me connaissent savent la rigueur de mon travail documentaire, donc allez voir et ça sera le sujet d'une prochaine capsule. Il est des peurs qui sont légitimes, il est des peurs qui sont nécessaires face au totalitarisme actuel et son agenda dégénéré, démoniaque de destruction de notre humanité. Oui, j'ai peur. Mais tout mon travail, et le vôtre et le nôtre, c'est de transformer cette peur en agir pour être assuré de les mettre en échec. Quoi qu'il en coûte, car il en va de notre humanité. Merci.